on a donc cet article qui prévoit la possibilité de demander une renégociation en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, lorsque le changement rend l'exécution du contrat excessivement onéreux pour une partie, et à condition que le risque n'ait pas été accepté au moment de la conclusion du contrat. Ce qui veut dire, comme le disait Jean-Pierre, que si jamais dans votre contrat, vous avez écarté l'imprévision de l'article 1195 ne s'appliquera pas, d'où la nécessité à chaque fois de regarder précisément ce que prévoit le contrat. Étant entendu, si je peux me permettre, Antoine, que si il n'y a rien de précis dans le contrat et si le contrat a été signé postérieurement au 1er octobre 2016, l'article 1195 s'appliquera. D'accord? C'est seulement si le contrat écarte les dispositions de l'article 1195 et si la façon dont le contrat écarte l'article 1195 correspond aux exigences de la jurisprudence, à savoir que cette exclusion est motivée, alors à ce moment-là, cet article ne s'appliquera pas. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision que je voudrais apporter, c'est que vous pouvez très bien, par exemple, avoir un contrat qui a été signé avant le 1er octobre 2016, mais qui a été renouvelé par tacite reconduction après le 1er octobre 2016. Le renouvellement par tacite reconduction fait que c'est, comme son nom l'indique, c'est un nouveau contrat, c'est un renouvellement. Donc, puisque c'est un renouvellement, ce renouvellement étant intervenu postérieurement au 1er octobre 2016, eh bien à ce moment-là, les dispositions de l'article 1195 s'appliquent et c'est à cette date du renouvellement qu'on appréciera si les circonstances étaient imprévisibles ou pas. Deuxième condition, et celle qui pourrait vous paraître comme étant la plus facilement remplie en ces circonstances, c'est un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. En réalité, l'appréciation de savoir si le changement de circonstances est réellement imprévisible dépendra forcément de la date de conclusion de votre contrat. On le verra plus tard au moment de l'étude de la force majeure. Et il est évident que ces événements, ce changement de circonstances sera jugé, considéré comme étant plus ou moins imprévisible selon que vous l'ayez conclu en 2019 ou en février ou mars 2020. Ensuite, troisième condition, la condition qui potentiellement pourrait être la plus difficile à remplir, le changement doit rendre l'exécution du contrat excessivement onéreux pour une partie. Donc on ne parle pas finalement d'un déséquilibre léger qui est créé par le changement de circonstances, on parle d'un changement qui rend l'exécution excessivement onéreuse. Dans ce cas, si les trois conditions sont remplies, l'esprit de cet article, c'est de pousser les parties vers une renégociation. Donc vous devez, si jamais vous invoquez cette disposition, vous rapprocher de votre co-contractant pour essayer de négocier avec lui un aménagement du contrat. Vous ne pouvez pas invoquer cet article et suspendre dans le même temps l'exécution de vos obligations contractuelles sans l'accord de votre co-contractant. Donc c'est important, il faut bien avoir en tête que cet article ne vous permet pas de ne pas exécuter par exemple typiquement une obligation de paiement parce qu'il y aurait des changements de circonstances imprévisibles. Les conditions peuvent être remplies, mais ça ne sert qu'à renégocier. Ce n'est qu'en cas d'échec de la renégociation et à l'issue d'un certain délai que vous pourrez, si jamais vous ne vous mettez pas d'accord avec votre co-contractant, saisir un juge pour demander qu'il adapte le contrat. Pour vous donner... Non, voilà, je suis passé à l'exemple. Vas-y, je te laisse, pardon. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, typiquement, vous avez développé une solution qui permet de gérer, de faire de la gestion de réservation de vol, de vol d'avion. Si jamais votre co-contractant aujourd'hui, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être plus longtemps, ne trouvera plus d'utilité à cette application de gestion, puisqu'il ne peut plus prendre les réservations. Il doit pour autant continuer de verser un prix de manière mensuelle. Est-ce qu'il peut invoquer cet article 1195 pour essayer de refuser de verser le prix? Le critère qui serait discuté dans ces cas-là, c'est effectivement le critère du changement de circonstance qui rend excessivement onéreux
pour la partie le contrat. Ce n'est pas certain, ça dépendra un petit peu, ça dépendra évidemment du prix qui est versé chaque mois, ça dépendra aussi de la durée du contrat. Est-ce que l'ensemble du contrat est déséquilibré par ce changement de circonstances imprévisibles? Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'article ne pourra pas être invoqué dans une situation telle que celle-ci pour refuser de payer. Votre co-contractant devra se rapprocher de vous pour essayer de renégocier le contrat. Alors, très rapidement, cette théorie de l'imprévision existe aussi pour les contrats de commande publique. Il existait historiquement, puisque la jurisprudence publique, administrative, admettait l'imprévision, contrairement à la jurisprudence pour le droit privé, pour les contrats privés. Aujourd'hui, on a une disposition dans le Code de la commande publique qui prévoit effectivement qu'un contrat peut être modifié lorsqu'a lieu un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat. Donc on voit, il n'y a pas de changement particulier par rapport à la théorie de l'imprévision en droit privé. C'est à peu près le même esprit. Dans ce cas, vous êtes tenu de continuer à exécuter le contrat. Là, si je peux me permettre, Antoine, il n'y a pas de nécessité de quelque chose d'excessivement onéreux. C'est vraiment un bouleversement de l'équilibre du contrat. Donc, la théorie de l'imprévision en droit public est peut-être plus favorable. C'est peut-être plus souple. Oui. Plus souple. Dans ce cas, vous êtes aussi tenu de continuer à exécuter votre contrat et le co-contractant a le droit à une indemnité. On vous a fait une petite remarque parce qu'il y a évidemment l'ordonnance du 25 mars 2020 qui aura son importance pour cette période de Covid, pour les contrats de droit public, et qu'on abordera plus tard dans cette présentation. Alors, l'autre grande disposition qui peut être appliquée avant une exécution contractuelle et qui a été introduite également en 2016, c'est l'article 1220 du Code civil, qui prévoit qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Donc il y a deux critères. Il y a le caractère manifeste que le co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance. Vous êtes sur non pas un simple soupçon, un simple doute, vous êtes sur une quasi-certitude que votre co-contractant ne s'exécutera pas. Comment cela peut se manifester en pratique? Typiquement, votre co-contractant peut, sans invoquer ou en invoquant un fondement légal qu'on va présenter aujourd'hui, peut vous dire qu'il ne payera pas le mois d'avril. Dans ces cas-là, vous pouvez vous saisir de cet article 1220 pour vous refuser de délivrer la prestation pendant ce mois d'avril, pendant cette période pendant laquelle il vous a indiqué qu'il allait refuser, qu'il n'allait pas payer. Donc vous avez dans ces cas-là effectivement un caractère, non pas un simple soupçon, mais il manifeste que l'inexécution, que votre co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance. Et vous avez potentiellement effectivement des conséquences qui sont suffisamment graves, puisqu'on est sur une obligation qui est une obligation essentielle du contrat, qui est le paiement. Pour autant, on insiste, il ne faut pas se saisir d'une inexécution qui serait mineure pour ne pas exécuter de votre côté une obligation qui serait majeure. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut que les conséquences de l'inexécution soient suffisamment graves pour justifier de l'inexécution de votre propre obligation. Donc cet article s'évoque au risque et péril de celui qui la soulève. Par conséquent, si jamais vous l'invoquez à tort et que vous n'exécutez pas votre obligation, votre responsabilité pourrait être potentiellement invoquée, soulevée, recherchée. Donc, faire bien attention lorsque vous évoquez cet article, de ne pas l'évoquer à tort et de l'évoquer sur la base d'une part d'un caractère manifestement manifeste de l'inexécution à venir, et lorsque l'inexécution manifeste future sera suffisamment grave pour vous. À titre d'exemple, l'implémentation, par exemple, le développement et l'implémentation et le déploiement d'une solution informatique dans une entreprise rendue
totalement impossible du fait des obligations de confinement ou par la difficulté du fait que les salariés, par exemple, sont absents, sont malades ou ne peuvent pas exécuter la prestation, clairement, le client pourra opposer éventuellement l'inexécution. Mais attention, et on va le voir, il est possible également que l'inexécution par le prestataire soit justifiée, notamment par la force majeure, qu'on va aborder dans quelques instants. Donc attention à bien voir que ces différentes solutions peuvent se neutraliser, c'est-à-dire que s'il y a force majeure, il n'y aura pas de possibilité de ne pas payer la totalité de la prestation. Vous pourriez ne pas payer ce qui n'est pas encore fait, ou retarder le paiement éventuellement parce que vous deviez payer un acompte pour faire quelque chose dans les semaines qui viennent qui vont être décalées. Mais attention, ces dispositions, encore une fois, sont à manier avec prudence et précaution. Donc maintenant qu'on a abordé les deux dispositions légales qui peuvent être invoquées avant qu'une inexécution contractuelle ne survienne, on va désormais invoquer les dispositions légales qui peuvent être invoquées après une exécution contractuelle, et notamment la plus fameuse, et celle qui est la plus discutée aujourd'hui, c'est la force majeure. La force majeure qui est aujourd'hui définie dans le Code civil à l'article 1218, qui est admise, qui était admise avant la réforme de 2016, comme un événement extérieur imprévisible, irrésistible. Aujourd'hui, on dit qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc on retrouve les critères historiques, le critère d'extériorité, puisque c'est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, le critère d'imprévisibilité qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et d'irrésistibilité dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, le tout empêchant l'exécution d'une obligation par le débiteur. À la différence de l'imprévision, où on était sur une exécution qui a été rendue plus difficile du fait d'événements, dans le cas de la force majeure, on est sur une impossibilité d'exécuter une obligation en raison d'événements extérieurs au débiteur. Les conséquences, si les critères de la force majeure sont remplis, dans un premier temps, si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation va dans un premier temps être suspendue. Donc le contrat va subsister, on va juste suspendre l'exécution de l'obligation qui est devenue impossible à exécuter. Ce n'est que si l'empêchement devient définitif que le contrat pourra être résolu de plein droit. Et donc, le grand effet, effectivement, c'est que la responsabilité de celui qui se trouve empêché ne peut pas être cherchée par le co-contractant. Typiquement, vous avez une solution qui est hébergée chez un hébergeur X. L'hébergeur, pour des raisons liées au… C'est possible de couper les micros, s'il vous plaît, parce que nous avons des… L'hébergeur a des difficultés pour exécuter ses prestations qui ont nécessairement un impact sur vos propres clients. Il est clair que le fait que votre hébergeur ne puisse pas exécuter ses prestations d'hébergement, ce n'est pas de votre faute. C'est totalement étranger à votre décision. Vous pourrez à ce moment-là soit suspendre l'exécution du contrat le temps que l'hébergeur puisse se remettre en selle, soit si c'est définitif, à ce moment-là, on aura une difficulté, mais il vous faudra, vous, de toute façon, trouver un autre hébergeur parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui ne peut pas fonctionner qu'il faut laisser complètement tomber les choses. Donc on voit bien encore une fois qu'à chaque fois, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est jamais binaire. Il faut être, et encore une fois, être prudent. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que, comme l'imprévision, la force majeure peut être écartée contractuellement. Donc encore une fois, on insiste sur le fait qu'il est important de regarder les dispositions de votre contrat pour voir, d'une part, si la force majeure a été exclue. On a mis
un exemple de clause excluant la force majeure dans le dernier des 3 bullet points. Alors, c'est assez rare finalement qu'on écarte totalement la force majeure parce que c'est une clause qui est assez dangereuse. Hein, parce en pratique, si jamais un événement de force majeure arrive, on n'a pas forcément envie que notre client voit sa responsabilité engagée pour l'inexécution d'une obligation qu'il ne peut pas exécuter. En revanche, ce qui est finalement assez courant, c'est que la disposition sur la force majeure soit aménage l'article du Code civil. Il est possible que la pandémie soit notamment mentionnée parmi les causes, les événements de force majeure. Alors, il faudra toujours étudier la liste avec précaution parce que ce n'est pas parce qu'il existe une liste et que la pandémie n'est pas mentionnée que forcément la pandémie ne peut pas être invoquée en tant que force majeure, puisque la liste peut être uniquement mentionnée sans être limitative. Il est possible aussi que cet article de votre contrat aménage notamment à partir de quel moment on va considérer que l'événement est provisoire et donc que le contrat est suspendu, et à partir de quel moment on va considérer que l'événement devient définitif et que la résolution du contrat peut être demandée. Si vous n'avez pas de clause de force majeure dans votre contrat, on va considérer, comme pour l'imprévision, que l'article 1218 s'applique. Donc sans détail particulier et donc sans uniquement ce qui est prévu à l'article 1218, l'article 1218 ne prévoyant pas tout, et notamment ne prévoit pas les règles de notification. Comment faire pour notifier d'une part qu'un événement de force majeure vous empêche dans un premier temps, et donc votre volonté de suspendre l'exécution d'une obligation, et comment faire ensuite pour informer de la résolution du contrat si l'événement devient définitif. On conseille à chaque fois évidemment de s'assurer qu'on pourra prouver la notification à son co-contractant en envoyant une lettre recommandée et en envoyant un email avec accusé de réception, avec en pièce jointe de l'email la lettre recommandée qu'on aura envoyée, surtout en cette période parce que la poste fonctionne mal, hein, donc il vaut toujours mieux doubler l'envoi d'un email pour s'assurer que votre co-contractant en a bien pris connaissance. On voit d'ailleurs que cet épisode de confinement nous amène à penser différemment éventuellement la rédaction des contrats. Et je dois dire que ces clauses de force majeure qui souvent sont vues par les clients comme le blabla juridique obligatoire, le genre de clause qu'on n'évite pas mais qu'on met par habitude et qui ne sert pas à grand-chose, on voit bien que finalement, ça sert, et que plus la clause va être correctement rédigée, mieux ça vaut. Attention aussi que dans les contrats, on peut avoir parfois soit des exclusions, soit des listes limitatives de force majeure, on l'a vu, soit également des dispositions qui disent que si l'impossibilité d'exécuter le contrat perdure au-delà d'un certain délai, alors automatiquement le contrat sera résilié. Donc attention, il y a toutes les possibilités, on a une grande liberté dans la rédaction des contrats, il faut s'en servir, il faut bien réfléchir en fonction de la nature de son activité pour essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus protecteur possible. Alors, dans cette slide suivante, on a essayé de vous mettre une petite chronologie des événements pour vous aider à apprécier si l'événement était réellement imprévisible lors de la conclusion du contrat. En réalité, la question ne se pose pas. On peut s'accorder sur le fait que l'ensemble des événements qui nous arrivent aujourd'hui, des mesures qui ont été prises pour limiter les effets du Covid, étaient imprévisibles en 2019. En revanche, pour les contrats qui ont été conclus en 2020, il va se poser une question. Il va se poser la question à chaque fois de savoir si c'était, à la date de conclusion du contrat, réellement imprévisible. Le 24 janvier 2020, on vous a mis les premiers cas en France. Avant, c'était en Chine. Le 30 janvier 2020, l'OMS déclare le Covid comme une urgence de santé publique de portée internationale, etc., etc., jusqu'au
jusqu'au 24 mars 2020 et l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois dans un premier temps et qui sera peut-être sûrement prolongée. Donc on va le voir, si jamais vous concluez votre contrat, plus vous vous rapprocherez, plus la date de conclusion de votre contrat se rapprochera du mois de mars 2020, plus le critère d'imprévisibilité pourrait être discuté et contesté par votre co-contractant. Deuxième critère, la pandémie doit être irrésistible. Alors, c'est important de bien comprendre que l'irrésistibilité, donc c'est ce qui rend en fait impossible l'exécution du contrat et non pas plus difficile l'exécution d'une obligation. C'est important de comprendre que on a beaucoup discuté de savoir si les événements, les mesures qui ont été prises pour limiter les effets du Covid pouvaient être considérées comme un cas de force majeure. Cette appréciation-là, en quelque sorte, est très théorique parce qu'en pratique, on va devoir à chaque fois étudier la nature de l'obligation pour savoir si elle était réellement irrésistible. C'est sûr que si jamais vous avez une obligation qui doit être exécutée obligatoirement sur site de votre client, aujourd'hui, avec les mesures de confinement qui ont été prises, il paraît difficile, si ce n'est impossible, d'exécuter cette obligation contractuelle. En revanche, il est parfois possible, pour certaines prestations, de le faire à distance. Donc pour une L'opération de obligation, maintenance, notamment, voilà, etc. Oui. de la maintenance, une licence, bien évidemment, peut être totalement exécutable à distance. Mais si jamais effectivement il y a de l'implémentation sur site qui est nécessaire, si jamais vous avez même une obligation de formation, typiquement une obligation de formation d'équipe, potentiellement, on peut imaginer aujourd'hui, même si jamais vous aviez prévu contractuellement de faire cette formation sur site chez votre client, on peut imaginer une formation qui est faite désormais en ligne. Donc, à chaque fois, on va devoir étudier la nature de l'obligation pour savoir si effectivement l'obligation peut être exécutée, si finalement les événements ne rendent pas uniquement que plus difficile l'exécution de l'obligation et non pas impossible. Alors attention aussi, par exemple, le fait que vous ayez des développements à faire, vous avez des salariés malades, ce qui peut arriver, ou des salariés, et vous ne pourrez pas dire j'ai 2 salariés en moins, je peux pas effectuer les développements. Les développements peuvent éventuellement être réalisés par des personnes autres que les salariés malades, que vous pouvez aller recruter en intérim, qui peuvent faire du développement à distance, etc. Donc, il faut bien regarder à chaque fois, comme le dit Antoine, que le fait, si la prestation que vous devez réaliser ne peut réellement pas être réalisée. S'il y a des solutions alternatives, fussent-elles plus chères, eh bien, il faudra les mettre en œuvre. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il nous reste quelques slides à présenter et je vois qu'il est déjà 55. Pour vous dire donc du coup qu'une jurisprudence, enfin 2 jurisprudences ont déjà reconnu que le Covid pouvait constituer un cas de force majeure. C'est des jurisprudences qui n'ont pas été prises évidemment dans le domaine contractuel et encore moins en contrat informatique. Donc être prudent dans l'appréciation de la portée de ces jurisprudences, et notamment au regard des jurisprudences passées, pré-Covid, à propos notamment de l'épidémie de grippe H1N1 qui n'avait pas été reconnue par la jurisprudence de la Cour d'appel de Besançon comme étant un cas de force majeure. Alors la force majeure rapidement existe aussi pour les contrats de droit public, les critères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité qui seront appliqués par le juge administratif. On a eu deux déclarations, et notamment de Bruno Le Maire fin février 2020, qui avait considéré que le coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure. Voilà, c'est un bon indicateur pour les contrats de droit public, mais ne pas surestimer la portée de cette déclaration, car les magistrats pourront toujours, au cas par cas, juger que la force majeure n'est pas présente ou est présente. Et cette déclaration ne s'appliquera d'autant moins pour les contrats de droit privé. Donc, être très très prudent sur la portée à donner à cette déclaration un petit peu péremptoire et un petit peu trop générale. Alors, pour citer des exemples un petit peu plus pratiques, est-ce que votre client peut invoquer la force majeure pour refuser de payer? A priori, non, sauf à démontrer le lien entre l'impossibilité de payer et le Covid. En l'espèce, les banques sont toujours ouvertes, les moyens de paiement sont toujours ouverts, il est toujours possible de faire un virement d'un compte à un autre, rien ne vous en empêche, Internet marche très bien.
Donc, il n'y a pas d'impossibilité d'exécuter une obligation de paiement. Le seul cas où on pourrait éventuellement soulever la force majeure pour une obligation de paiement, c'est si jamais on arrive à démontrer que les mesures qui ont été prises pour limiter les effets du Covid ont eu un tel effet sur la trésorerie qu'il n'est plus, que votre débiteur n'est plus en capacité d'honorer son engagement de paiement. Mais on le voit, encore une fois, c'est extrêmement, ça va être une preuve qui va être extrêmement difficile à fournir, puisqu'on va devoir effectivement prouver l'impossibilité en produisant notamment, par exemple, un bilan. Et il faudra aussi prouver que cette impossibilité résulte effectivement de ce changement, enfin de ces mesures qui ont été prises, et non pas une cause extérieure et antérieure à ces mesures qui ont été prises pour limiter les effets du Covid. Et voilà, ce sera une preuve qui sera finalement assez exceptionnelle et qui sera assez difficile à prouver pour votre contractant. Donc, partez du principe que si jamais un cas de force majeure est invoqué pour ne pas exécuter une obligation de paiement, vous pourrez à tout le moins effectivement demander des justifications en demandant un bilan pour que votre débiteur prouve qu'il est réellement en incapacité aujourd'hui d'exécuter cette obligation. Donc si votre client parvient à prouver qu'il y a une impossibilité totale pour lui d'exécuter son obligation, l'exécution de son obligation est suspendue, hein, mais on le voit, c'est que l'obligation. Alors évidemment, vous ne serez pas démunis, hein, si jamais il ne peut pas exécuter l'obligation de paiement, vous pourrez, vous, de votre côté, invoquer l'exception d'une exécution pour refuser d'exécuter une prestation, par exemple. Et les sommes facturées avant l'événement de la force majeure restent dues. Toutes celles qui ont été facturées avant l'événement seront dues par votre débiteur. Ce n'est que celles qui ont été, les sommes qui ont été facturées pendant l'événement de force majeure qui sont suspendues et qui deviendront exigibles une fois que l'événement de force majeure n'existera plus. Donc, est-ce qu'un fournisseur ou un prestataire peut invoquer la force majeure? Donc, on a discuté juste avant. Effectivement, ça dépendra à chaque fois ce sera une appréciation au cas par cas en fonction de l'obligation. Est-ce qu'il y a une nécessité de se déplacer sur site, par exemple, une obligation, ou est-ce que cette obligation peut être exécutée autrement à distance? L'autre disposition applicable après une exécution, c'est la réduction unilatérale du prix. En cas d'exécution imparfaite d'une prestation et après mise en demeure, un créancier peut, et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans le meilleur délai au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. Alors, évidemment, c'est encore une fois, comme dans le cas de l'imprévision, il y a une nécessité de se rapprocher de votre co-contractant pour essayer de parvenir à un accord. Il faut discuter avec lui, ne pas décider de manière totalement unilatérale une réduction du prix sans l'en informer au préalable. Il faut le mettre en demeure. Et ce qui est important aussi, c'est de réfléchir à la réduction du prix et d'être en capacité de justifier du calcul qui est réalisé pour réduire le prix. Si, par exemple, un de vos clients a reçu certaines des obligations, enfin, a vu certaines des obligations effectuées par son prestataire, mais pas toutes, il ne peut pas réduire totalement, enfin supprimer totalement l'obligation de paiement. Il sera obligé en fait de calculer, de regarder ce qui a été exécuté, de ce qui n'a pas été exécuté, et la valeur de ce qui n'a pas été exécuté par rapport à ce qui a été exécuté pour réduire le prix de manière proportionnelle. Donc, nécessité évidemment de se constituer des preuves des manquements et de justifier du montant de la réduction opérée. On insiste sur la nécessité à chaque fois de conserver tous les éléments de preuve qui vous permettront ensuite, s'il y a une difficulté, de justifier d'une exécution et de justifier ensuite du mode de calcul de la réduction. Mais on voit bien là que le prestataire pourra dire, certes, la prestation n'a pas totalement été effectuée, néanmoins, c'est une raison de force majeure qui nous empêche d'effectuer la totalité de la prestation, donc le contrat est suspendu. Donc vous voyez que il faut toujours, j'insiste vraiment sur le fait que ces dispositions doivent être mûrement réfléchies et il faut anticiper sur ce que peut dire l'autre partie ou faire l'autre partie. On peut très bien avoir ici une
des dispositions qui se contrebalancent. Et puis attention également que on y arrive, qu'il peut y avoir également des délais qui vont être prorogés. Donc je laisse à nouveau la parole à Antoine. Voilà, on a effectivement abordé les dispositions légales qui vont jouer entre elles en quelque sorte. L'un va invoquer la force majeure, l'autre va invoquer l'exception d'inexécution. C'est pour ça qu'une présentation uniquement de la force majeure, même si c'est effectivement l'événement, enfin l'article du Code civil peut-être le plus connu et le plus discuté aujourd'hui, paraît un petit peu absurde. Il faut évidemment regarder et étudier ces dispositions de manière, enfin, dans leur ensemble, parce qu'elles vont jouer entre elles. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'effectivement, pendant cette période, pendant cet état d'urgence sanitaire, on a 2 ordonnances qui s'appliquent en plus. Premièrement, l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que cette ordonnance qui concerne les contrats de droit privé ne vise pas à suspendre les obligations contractuelles. Les obligations contractuelles doivent être exécutées. En revanche, cette ordonnance prévoit que les sanctions liées à l'inexécution d'une obligation contractuelle seront suspendues. Donc vous ne pourrez pas typiquement faire jouer une clause résolutoire, une clause pénale ou une clause de déchéance si jamais votre contractant n'a pas exécuté une obligation contractuelle. Typiquement, dans un contrat complexe, je ne sais pas, de fourniture d'une solution avec prestation de déploiement, etc., qui est assorti de pénalités en cas de dépassement de délais qui sont prévus au contrat, il est clair qu'on ne pourra pas faire jouer les pénalités si vous n'avez pas respecté les délais, dans la mesure où on pourra faire jouer cette ordonnance du 25 mars 2020. Et pareillement, si jamais un de vos contrats doit être résilié, à une période de résiliation qui intervient pendant alors la période protégée, hein, qui est un petit peu plus longue que l'état d'urgence sanitaire, puisque c'est l'état d'urgence sanitaire tel que défini par le décret, plus 1 mois. Et donc aujourd'hui, ça va jusqu'au 24 juin 2020, mais il est possible effectivement que la période protégée soit plus longue, puisque l'état d'urgence sanitaire lui-même pourra être prolongé. Donc pour l'instant, voilà, c'est pendant aujourd'hui jusqu'au 24 juin 2020. Si jamais vous avez un contrat avec une période de résiliation qui intervient pendant cette période protégée, la résiliation pourra de nouveau en fait intervenir à l'issue de cette période protégée, donc à compter du 24 juin 2020 dans un délai maximum de 2 mois, puisque ça ne pourra pas de toute façon dépasser aujourd'hui, mais encore une fois c'est provisoire, le 24 août 2020. Pour les contrats de droit public, on a aussi une ordonnance, hein, on va en discuter très rapidement, c'est l'ordonnance qui porte diverses mesures d'adaptation des règles de passation de procédure d'exécution des contrats soumis au Code de la commande publique, et notamment l'article 6 qui prévoit que lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, voilà, le délai pour exécuter est prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée, en réalité qui correspond à l'état d'urgence sanitaire, sur la demande du titulaire avant l'expiration du délai contractuel. Donc là, on le voit aussi, il y a une volonté effectivement de suspendre l'obligation d'exécuter l'obligation d'exécuter le contrat si jamais on est dans une situation où on est dans un cas qui ressemble en fait à de l'imprévision ou de la force majeure, puisqu'on est sur une exécution qui nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive. Donc là, pareillement, il n'y aura pas de sanction, pas de pénalité, pas de responsabilité contractuelle qui pourra être invoquée par votre cocontractant. Et autre disposition importante, en cas d'annulation d'un bon de commande ou de résiliation du marché par l'acheteur, le titulaire pourra être indemnisé par l'acheteur des dépenses qui ont été engagées antérieurement à l'annulation. Il s'agit bien des dépenses, hein, oui. et non pas du prix, bien évidemment. Alors, ce qui est important de savoir sur ces 2 ordonnances, c'est qu'effectivement, elles font partie d'un package de 25 ordonnances qui ont été, de 20 ou 25 ordonnances qui ont été adoptées le 25 mars 2020. Elles sont rédigées, comme vous pouvez le voir, hein,
j'ai essayé de lire certaines dispositions, mais c'est un petit peu lourd. Elles ont été rédigées bah, de manière imparfaite, pour rester poli. Et donc, du coup, ça devient assez difficile en fait de comprendre exactement la portée de chacune des ordonnances. Ça devient aussi difficile d'envisager, enfin de prévoir comment le juge va interpréter certaines des dispositions. Donc, avant d'invoquer une ordonnance, notamment l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus, être extrêmement vigilant pour essayer de ne pas l'invoquer à tort et à travers. Pour conclure notre intervention de ce matin, on a voulu aussi vous résumer quelques bonnes pratiques à adopter pour essayer de vous guider à la fois pendant cette période de Covid et puis ensuite, on le verra à la fin, à l'avenir, quand on sortira de cette période de Covid. Ce qu'on recommande dans tous les cas, c'est de faire un audit de vos contrats. Un audit de vos contrats, c'est-à-dire que vous allez reprendre l'ensemble de vos contrats, les trier, regarder quels contrats sont importants pour vous, sur quel contrat vous avez des craintes particulières en raison de la personnalité, enfin de l'identité d'un sous-traitant, d'un prestataire, d'un fournisseur ou d'un client, et d'essayer d'analyser, Ou de la nature de l'obligation aussi. ou de la nature de l'obligation, oui, et d'analyser le risque en cas d'inexécution pour vous. Faire aussi la liste des engagements pris, puisqu'on le sait, voilà, cette période de confinement va encore durer minimum un mois, et puis la gêne résultant des mesures prises va sans doute perdurer plus longtemps. Et essayer d'anticiper au mieux le calendrier d'exécution du contrat pour voir ce qui pourra être fait, ce qui ne pourra sans doute pas être fait, et éventuellement informer votre co-contractant. Désigner une personne au sein de votre société qui sera en charge du suivi de l'exécution du contrat. Là, on le voit, c'est important parce que ce qui est primordial, hein, c'est de ne pas avoir de voix discordante au sein de la société. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire qu'un salarié de la société qui fait part de difficultés d'exécuter, qui commence à parler d'un aménagement, et puis au final une lettre qui est envoyée pour invoquer de l'existence d'un cas de force majeure. C'est évident que si jamais votre co-contractant est sympa, ça se passera bien, mais si jamais il ne l'entend pas de cette oreille et qu'il entend contester l'existence de la force majeure, le fait que préalablement il y ait eu une tentative d'aménagement va jouer en votre défaveur, c'est évident. Et évidemment, conserver toute trace écrite, à la fois évidemment quand vous invoquez une difficulté auprès d'un de vos co-contractants, mais aussi quand un de vos clients invoque une difficulté, sa volonté typiquement de ne pas payer en totalité ou en partie le prix d'une prestation pendant cette période de Covid. En cas de notification, donc si vous recevez une notification ou de mise en jeu de la force majeure, de l'imprévision, de l'exception d'une exécution, de la réduction unilatérale de prix, ce qui est important, c'est effectivement, on l'a dit plusieurs fois, d'analyser le contrat pour voir s'il prévoit des dispositions spécifiques, parce que l'imprévision pourrait ne pas jouer, parce que la force majeure pourrait être aménagée. Analyser la chronologie contractuelle, car on l'a vu, selon que le contrat a été conclu en 2019, en 2018 ou début 2020, ça ne sera pas exactement la même musique, et notamment pour prouver l'imprévision et la force majeure. Ne pas hésiter à demander des explications justificatifs, notamment si la force majeure est invoquée pour ne pas payer. Dans ces cas-là, ne pas hésiter à demander et de justifier une impossibilité d'exécuter l'obligation de paiement, qui n'est pas du tout évidente, on l'a vu. Préparer une réponse si la force majeure a été invoquée, notamment pour justifier un défaut de paiement, en demandant des justificatifs ou des explications selon les cas. Et ne pas oublier aussi, pour conclure, alors ce n'est pas une remarque qui est très juridique, ne pas oublier de l'aspect commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez, si jamais votre co-contractant, votre client invoque des difficultés de paiement et qu'il invoque la force majeure peut-être de façon un petit peu maladroite, lui répliquer que en l'absence de preuves de bilan et d'impossibilité totale, la force majeure n'est pas applicable. Pour autant, est-ce que cette réponse, qui juridiquement est totalement correcte, est commercialement opportune en cette période? Ce n'est pas certain, d'autant que lorsqu'il sortira de cette période de Covid, il se souviendra nécessairement de ce qui s'est passé pendant cette période exceptionnelle.
Donc, Alors, faire attention aussi commercialement. justement, là, je fais une petite parenthèse. Il y a une disposition dont on n'a pas parlé ici, qui n'a rien à voir avec une disposition légale relative au contrat, etc., mais qui peut permettre, en cas de difficulté, si vous vous trouvez en délicatesse avec un fournisseur ou avec un client, d'essayer de ménager à la fois la dimension commerciale et la dimension nécessaire rediscussion, renégociation de votre contrat, etc. C'est le recours à la médiation. Et vous savez qu'il existe un médiateur des entreprises. Vous pouvez taper sur Internet médiateur des entreprises, vous tomberez sur sur un site officiel. La médiation a ceci d'intéressant qu'elle n'est pas là pour résoudre un litige, ce n'est pas le rôle du médiateur. Le médiateur, il est là, comme son nom l'indique, pour essayer de trouver une solution qui permette aux deux parties de se sortir d'une situation plus ou moins conflictuelle. Donc le médiateur, il va pas entendre les arguments de l'un, entendre les arguments de l'autre et trancher entre les deux. Il va essayer d'entendre les uns, d'entendre les autres et de voir comment on peut faire converger les points de vue et proposer une solution qui puisse convenir à tout le monde. Donc ça peut être un moyen en cette période extrêmement efficace de résoudre une difficulté. Alors, quelques conseils aussi de votre côté. Si vous souhaitez invoquer la force majeure, l'imprévision, l'exception d'une exécution, la réduction unilatérale de prix, nous, on considère effectivement que ces dispositions sont tellement exceptionnelles et que les conditions, les preuves qui devront être fournies pour justifier de la possibilité d'invoquer telle ou telle disposition, et notamment de la force majeure, sont difficiles. Donc évidemment, ne notifiez pas ces fondements juridiques à la va-vite, mais faites-le uniquement en dernier recours si vraiment il y a, par exemple, une impossibilité, on va invoquer la force majeure. Mais bien réfléchir aux conséquences donc quand on invoque une de ces dispositions et ne pas le faire à la va-vite. Éviter tout message contradictoire. Donc là, on l'a vu, effectivement, on va éviter tout message contradictoire en centralisant en quelque sorte la gestion de l'exécution des contrats et la gestion des réclamations qui vont être faites. Et ne pas oublier aussi que dans le cadre de l'exécution des contrats, il y a un grand principe, c'est évidemment le principe de la bonne foi. Donc, soyez vigilants, ne perdez pas le contact avec votre contractant et discutez avec lui en cas de difficulté d'une possibilité de réaménager le contrat pour qu'il puisse être de nouveau exécutable. Pour les contrats maintenant qui ont été conclus post-Covid, parce qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter de conclure des contrats aujourd'hui, pour autant la situation peut perdurer et on peut imaginer aussi une nouvelle période de confinement à l'avenir en cas de deuxième vague de contamination. Pour ces contrats-là qui vont être conclus donc à partir de maintenant, nous, ce qu'on vous conseille, c'est évidemment de ne pas écarter l'imprévision, éventuellement aménager en introduisant des clauses de hardship. Ne pas écarter non plus la force majeure, mais peut-être effectivement préciser la définition de la force majeure, mais en tout cas les modalités d'application de la force majeure, et aussi de prévoir une clause Covid, parce qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises pour limiter les effets du Covid ne sont plus imprévisibles. Et donc, du coup, la force majeure ne pourra pas être invoquée, ne pourrait sans doute pas être invoquée, et en tout cas plus difficilement, et ni l'imprévision. Donc, pour tous ces événements, toutes ces mesures qui sont prises pour limiter les effets du Covid, de prévoir une clause dans laquelle on va essayer d'aménager ou en tout cas de mettre une obligation pour les parties de se rencontrer pour discuter d'un aménagement du contrat en cas de nouveau confinement. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et on va pouvoir passer aux questions. Parfait, merci Jean-Pierre, merci Antoine, j'espère que tout le monde nous entend. Alors, il y a d'abord, première précision, vous allez pouvoir mettre à disposition ce support pour ceux qui le veulent. Bien sûr. Donc, à la limite, ce que je vous propose, c'est de me contacter ou de contacter Alexandre Barthélémy. On passera le support à Alexandre aussi qui pourra vous le passer. OK? D'accord. On a deux questions dans le fil de conversation que vous avez vues, mais je vais les réexprimer. Donc, pour Bruno, vous avez évoqué l'envoi de lettres par email avec accusé de réception. S'agit-il d'un accusé de réception système effectué par l'outil de messagerie
ou faut-il demander au destinataire de renvoyer un email pour justifier l'accusé de réception? Je peux Alors, répondre, enfin, comme tu veux, vas-y. il s'agit clairement de l'AR système parce que le fait de demander au destinataire de renvoyer un email pour justifier l'AR, ça ne marche pas. Si le destinataire est de mauvaise foi, il ne vous renverra rien du tout. Donc, évidemment, mieux vaut ne pas demander, éventuellement laisser le destinataire vous répondre qu'il n'est pas d'accord ou je ne sais quoi, auquel cas, vous aurez la preuve qu'il l'a bien reçu. Donc, c'est de l'AR système dont on parle, qui effectivement n'est pas toujours opérationnel. On peut doubler d'une lettre recommandée avec AR, éventuellement, d'ailleurs, lettre recommandée avec AR qui peut être envoyée de façon dématérialisée, puisque en cette période de dysfonctionnement également des services postaux, les AR par Internet fonctionnent. Le but étant évidemment d'être en capacité de prouver que l'information a bien été communiquée à votre co-contractant. Donc, effectivement, le conseil de Jean-Pierre qui est de doubler d'une AR informatisée ou physique est pertinent parce qu'on va essayer par tout moyen en fait de prouver que l'information est communiquée. Parfois, il est défini dans le contrat le mode d'information de votre co-contractant. Donc, si jamais dans votre contrat, il est prévu que l'information se fera de telle façon, il faudra suivre les dispositions du contrat, ce qui ne vous empêche pas de le doubler d'un email avec la copie de la lettre, mais en tout cas, il faudra évidemment respecter le contrat. Et ne pas oublier qu'on est en matière commerciale et qu'en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Donc, à partir du moment où on arrive à démontrer, quelle que soit la façon dont on le démontre, que le document a bien été reçu, il n'y a pas de problème. Sauf si effectivement, comme le disait Antoine, le contrat prévoit un formalisme particulier. Dans quel cas, il faut respecter le formalisme. Donc, si le contrat vous dit il faut un AR, en ce moment, ça peut être difficile. S'il précise la forme de l'AR, c'est encore plus difficile. S'il ne le précise pas, il faut utiliser les moyens à disposition. Bruno, c'est bon? Ok, c'est bon. La question d'André, d'abord j'en profite pour saluer André, Stéphanie et tous ceux qui nous ont rejoints. Est-il prévu d'aborder l'aspect contrat de travail dans cette période pour l'exécution du contrat client? Car la vision des obligations du salarié ne sont pas forcément celles du client. André, est-ce que tu pourrais préciser ta question, s'il te plaît? Dans l'exécution du contrat du client, il est nécessaire de maintenir le système en bon fonctionnement en ayant peut-être un délai de réponse sous 2 heures de traitement des tickets et des appels. Et comme le salarié est en télétravail et que peut-être ce matin il a prévu de faire l'école à ses élèves, il va peut-être répondre que cet après-midi, donc au-delà des 2 heures. Est-ce que l'employeur a le moyen de se retourner vis-à-vis de l'employé pour lui imposer des contraintes d'exécution de la forme de télétravail ou non? Alors, là, on est plus dans le droit du travail qu'autre chose. Logiquement, télétravail signifie travail. C'est-à-dire que normalement, le salarié, dans la mesure du possible, doit respecter les obligations de son contrat de travail. Donc, l'employeur peut, mais là, il faudrait, malheureusement, notre associé en droit social n'est pas présent, mais l'employeur peut, sauf erreur de ma part, demander à son salarié de respecter, de faire le nécessaire pour que les délais soient respectés. Étant entendu que compte tenu de la période, le respect des délais peut aussi être conditionné à des possibilités pour le salarié d'avoir accès à une connexion Internet qui soit suffisamment performante et qui peut, du fait du nombre de webinaires, de choses, etc., qui fleurissent en ce moment, on peut avoir des performances dégradées. Donc, tout ça va avoir un effet. Donc, on voit bien que là, on ne va pas être aussi strict sur le respect des délais dans l'exécution du contrat qu'on pourrait l'être en période normale. Autrement dit, les KPI dans les SLA sont peut-être à revoir. Pardon Jean-Pierre, les KPI dans les SLA? Pardon. Comment on appelle ça, les indicateurs de performance dans les service level agreements, c'est-à-dire les contrats qui déterminent les niveaux de service d'un prestataire informatique,
peuvent être révisés. Et peut-être que c'est l'occasion, non pas d'attendre d'avoir une difficulté avec un client, mais d'anticiper, de prévenir le client que du fait des difficultés X et Y, on va se trouver confronté à une difficulté, que momentanément, il faut peut-être revoir ces indicateurs. Merci. Ok. Jean-Laurent, la question de Jean-Laurent, pour les locaux commerciaux, y a-t-il la possibilité de suspension de paiement de loyer? Et ensuite, une précision dans la question. Peut-être que Jean-Laurent, tu peux l'exprimer? Allô, allô? Oui, il nous demande s'il y a une différenciation entre les locaux de stockage, c'est ça, et les boutiques. Oui. Alors déjà, d'une part, effectivement, l'ordonnance, il existe une ordonnance qui a été adoptée aussi le 25 mars 2020 et qui concerne la suspension des factures pour des loyers et des factures de gaz, d'électricité. C'est une ordonnance qui ne concerne que les entreprises d'une certaine taille, donc les petites entreprises. C'est un report, hein, ce n'est pas une annulation des loyers. Donc, à la sortie de la crise, les personnes, les preneurs devront payer leur loyer. Ensuite, savoir si effectivement il y a une différence de locaux entre les locaux de stockage et les boutiques physiques. Il faudrait que je reprenne l'ordonnance que je n'ai pas complètement en tête car elle est, comme vous l'avez dit, rédigée de manière imparfaite, mais je pense que ça concerne les baux commerciaux de manière générale. Donc, ça dépendra enfin, pour moi, ça dépend de la nature du contrat de bail, du régime du contrat de bail. Après, savoir si effectivement c'est uniquement prévu pour le stockage, pour moi, c'est plus le contrat. Pour tout vous dire, nous avions un webinaire ce matin qui devait démarrer là, qui a démarré sur la question des baux commerciaux organisé par notre cabinet et que nous ne pouvons pas suivre parce que nous animons ce webinaire, mais il y en aura un autre, donc on sera peut-être en mesure de répondre plus précisément. Il faut bien voir qu'il y a eu 25 ordonnances le même jour, donc il faut un peu de temps pour arriver à les digérer toutes. C'est pour ça qu'on n'est peut-être pas très précis sur la réponse là, sur la question des loyers, parce que. Ouais, c'est un sujet qui est évidemment spécifique et c'est pas la seule ordonnance qui prévoit des dispositions spécifiques à tel ou tel contrat. Non, il y en a notamment dans le domaine du tourisme, il y en a pas mal, il y a des choses, oui. Moi, je voudrais mettre en évidence, si c'est possible, le secteur de l'événementiel et les salons d'hiver, etc., les mariages qui sont pris dans… Pareillement, on a une ordonnance effectivement qui a été adoptée le 25 mars, qui est donc spécifique, qui vient aménager qui vient prévoir certaines dispositions spécifiques pour ce secteur qui est le tourisme, qui est durement impacté par la crise. Et qui prévoit donc la possibilité, mais dans les rapports B2C, pour les hôteliers, pour les personnes qui fournissent des prestations de voyage, de proposer un avoir qui va durer 18 mois, et ce n'est qu'à l'issue en fait de la période de validité de l'avoir, et si l'avoir n'a pas été consommé par le client, que le client pourra obtenir remboursement. Donc ça vise en fait à permettre à ces hôteliers, à ces loueurs de voitures, etc., hors compagnie aérienne, parce que les compagnies aériennes, il y a une réglementation spéciale qui s'applique pour elles, de ne pas subir en fait le coût des annulations pendant cette période et ne pas avoir à rembourser en une fois, pendant une période courte, l'ensemble de ces prestations. Donc, on va reporter en fait dans 18 mois et en essayant au maximum pendant cette période de 18 mois de remplacer la prestation qui existe par une autre prestation. Alors là, on est effectivement dans le secteur du tourisme et des transports. Là, vous parliez plutôt de l'événementiel, qui est un secteur dans lequel on peut avoir affaire effectivement au tourisme, etc., aux loueurs de voitures, mais qui est un secteur dans lequel très souvent l'entreprise d'événementiel va se trouver, je dirais, pris en sandwich entre d'une part le client final qui va bénéficier de l'événement et qui veut organiser un événement, l'entreprise qui organise et le lieu dans lequel on va organiser, etc. Et là, on est face à des difficultés qui sont relativement complexes et par expérience et vu les questions qui nous arrivent, il est nécessaire de décortiquer à chaque fois la prestation pour savoir dans quelle position on est vis-à-vis du client ou vis-à-vis du fournisseur hôtelier ou loueur
loueurs de salles, etc., pour être en mesure de voir quelles mesures précisément on peut adopter. Mais c'est vrai que c'est un secteur extrêmement touché en ce moment. Il y a, sauf erreur de ma part, dans ce secteur d'activité, une initiative locale. Il y a, je crois, un syndicat des entreprises de l'événementiel qui vient de se créer. Oui. Sous le pilotage d'Éric Algou, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, c'est peut-être intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe. Et le gouvernement a annoncé des mesures particulières justement en faveur du secteur de l'événementiel. Mais pour l'instant, c'est une annonce. En sachant qu'aujourd'hui, à part l'obligation de ne plus recevoir le public, et encore, on n'a pas eu d'arrêté. Normalement, à partir d'aujourd'hui, on devrait pouvoir ouvrir, vu qu'il n'y a pas eu d'arrêté officiel, même s'il y a un discours de président. Par contre, on dépend de nos CGV, hein, et nos CGV, en général, 3 mois, 6 mois avant, c'est très rare qu'on ne puisse pas revenir en arrière, même s'il y a eu des pots d'acompte. Hein, donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. D'où la nécessité, et ça vraiment, s'il y a bien une chose que cette crise nous enseigne, c'est de l'importance de la rédaction des contrats. Je suis désolé, je prête pour ma paroisse, mais c'est une réalité. Et du fait que, précisément, je pense qu'il va falloir s'emparer de cette crise et des leçons qu'elle nous apporte pour peut-être revoir les CGV, voir comment on peut améliorer et être plus protecteur dans le cadre de nos CGV, par exemple. De toute façon, des CGV, c'est, comme je le dis souvent, c'est jamais quelque chose de gravé dans le marbre jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose qui doit être revu régulièrement à la lumière de l'expérience de l'entreprise et à la lumière de l'évolution éventuellement du business model. Donc, les CGV, c'est quelque chose qu'il faut remettre en chantier très régulièrement. Là, c'est l'occasion. Et c'est vrai que le contrat, c'est le contrat, c'est un outil de sécurisation. Donc, on va essayer, en fait, le travail de l'avocat, ça va être aussi d'essayer de prévoir tous les scénarios possibles pour essayer de les anticiper au mieux et pour aménager les obligations contractuelles en cas de survenance, effectivement, d'un événement qui serait défavorable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ces mesures qui ont été prises pour limiter les effets du Covid, ça ne va pas forcément brider cette tendance qu'ont les avocats à essayer d'émettre des hypothèses qui peuvent parfois paraître pour le client farfelues, mais qui sont en réalité nécessaires pour sécuriser le client. Et Jean-Laurent propose une solution très pragmatique on peut faire la fête à la coque un par un. Je crois que c'est possible, effectivement. Oui, là, il y a de la place, hein, 426 mètres carrés. On peut même à 4 ou 5, en gardant les distances, ça doit être possible. Oui, là, je pense que il n'y a pas de souci. Par contre, on est d'accord aujourd'hui, le Covid, n'étant considéré par les assurances comme un cas de force majeure, on est un peu entre le droit et… Non, mais je crois que, alors c'est évidemment ce qu'on vous disait, c'est que la force majeure peut être écartée et la force majeure peut être aménagée. Je crois qu'à l'exception de la MAF, les différents contrats d'assurance des compagnies d'assurance ont exclu l'épidémie. Donc justement, ce qui leur permet en fait de ne pas couvrir aujourd'hui, a priori, cet événement. Mais c'est encore une fois, oui, c'est parce que ça peut toujours être contesté. Et ça dépend à chaque fois de la rédaction de la clause force majeure dans vos contrats d'assurance. Donc c'est important effectivement de se rapporter au-delà de l'article 1218, de se rapporter à votre contrat de contrat d'assurance et la clause de force majeure. Parce que c'est pénible à lire. Exactement. Mais qu'il faut faire. Sachant que c'est un vrai débat aujourd'hui, le gouvernement considère que les assurances, justement, en gros, font pas leur boulot. Il y a un vrai débat autour de ça et il n'est pas impossible qu'on ait qu'on ait un texte législatif qui décrète le cas de force majeure ou un truc comme ça et qui fasse pression sur les assurances, sur les assureurs pour qu'il y ait des prises en charge d'un certain nombre de prestations. Oui, hier, en fait, les assurances ont signé avec l'État un engagement pour le futur et sur un budget de 3 milliards. Donc,
ça va bouger, mais le cas de force majeure, aujourd'hui, il est trop tard pour tous les événements qui ont eu lieu ou qui sont annulés. C'est clair. Ça peut être que des aides. Ça peut être que des aides. Oui, sur ce sujet, l'enjeu pour nous tous qui sommes des entrepreneurs, c'est la prise en charge de la perte d'exploitation. C'est un sujet pivot et il est évident que là, les assureurs n'y vont pas. Ce qui, au passage, s'il y allait comme cela, pourrait mettre à genoux le monde de l'assurance aussi. Hein. Oui. Ben, moi, je ne suis pas assureur, donc je ne vais pas les défendre, mais en même temps, l'enjeu, il est quand même très, très important pour eux aussi. C'est clair. Chers amis, il est 9h30, nous respectons nos horaires. Je vais ensuite laisser la parole à Alexandre et André pour conclure cette séquence. Et merci à Benislav, merci à Vincent d'avoir participé à l'organisation de cette séquence-là. Merci évidemment à Maître Gasnier et Maître Jacquemart. Donc, si vous le voulez bien, on pourra vous faire passer ces supports. On mettra les coordonnées de Maître Gasnier et de Maître Jacquemart sur ce support, ainsi que le lien pour le médiateur que vous a donné Jean-Pierre tout à l'heure. Merci encore à tous. Portez-vous bien. Pardon si ces mots sont galvaudés, mais on se les dit entre nous. Rendez-vous pour d'autres séquences Médisol. Je vais laisser la parole en conclusion à Alexandre et André. Oui, bonjour à tous, que je n'ai pas pris la parole jusqu'à présent. Donc merci Maître Jacquemart, merci Maître Gasnier, merci à tous. N'oubliez pas les prochains webinars. Donc demain c'est une émission M-Provence organisée par Vincent, Yves Blisson et toute la rédaction d'M-Provence, consacrée notamment à l'événementiel et l'annulation des festivals. Ouais. Alex, ça va être décalé parce qu'en fait, au vu des déclarations du président et des modifications, on va faire un spécial BTP immobilier parce qu'il y a des gros soucis aussi à ce niveau-là et c'est plus facile d'entrer dans le détail. Alors, ça a changé, excusez-moi. Donc, BTP demain. Et dès lundi matin, ce sera consacré au management avec l'agence Win-Win qui nous présentera le guide du coin finement. Vous verrez un petit peu le jeu de mots. Sur un bilan de vos méthodes de télétravail après un mois de confinement et voir comment cela peut être amélioré pour notamment manager vos équipes à distance ou mieux travailler à titre personnel. Voilà, donc pour vous inscrire, vous avez tous les liens, vous les avez reçus en newsletter, vous les avez aussi sur les pages Facebook et LinkedIn. Et les supports, les vidéos d'aujourd'hui vont être rediffusées en LinkedIn, sur la page YouTube, sur la page Facebook et sur le site de Medinsoft avec tous les supports dont parlait Francis. Donc merci à tous et je laisse la parole à André pour conclure. Bien, merci également pour cette mobilisation de bon matin. Je vois que vos journées sont bien remplies puisque vous animez plusieurs webinaires en même temps. Mais les sujets sont vastes du point de vue juridique dans nos différentes activités. Donc, je vous souhaite de vivre ce confinement du mieux possible et de le mettre à profit pour étudier tous ces aspects et vous rapprocher des experts que sont Maître Jacquemart et Maître Gasnier sur ces sujets. Merci et puis à bientôt. Merci à tous, très bonne journée, à très bientôt. À bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Très bonne journée, au revoir. Merci à tous.